Bonjour. Le nom d'Ampère est bien connu dans les milieux scientifiques, mais on ignore généralement la liaison possible qu'il y a pu y avoir avec le lac, le célèbre poème des Méditations de Lamartine. Nous allons évoquer aujourd'hui la vie et la personnalité d'André-Marie Ampère, savant mais aussi poète, et son influence dans la création de ce très beau poème. Le regard des juges se durcissait. L'accusateur renforçait les fournées. Les exécutions devenaient pour les badauds un spectacle quasi quotidien. La guillotine, récemment inventée, favorisait le massacre. La Révolution française était à son apogée. La Convention, où Robespierre était tout-puissant, entendait bien placer la terreur à l'ordre du jour dans tout le pays. Les instruments dont il disposait étaient les commissaires, représentants en mission, les sociétés populaires et les comités révolutionnaires. La Convention décréta également l'envoi de 2 de ses membres dans chaque département pour y étouffer les complots liberticides. Les esprits étaient en délire, écrira Barrès. Barras en avoua le motif. Il faut guillotiner ou s'attendre à l'être. Robespierre, qui ne délirait pas et avait la tête bien sur les épaules, pour quelque temps encore, exploitait au mieux ce délire. En ce début d'année 1793, Lyon, comme toutes les autres grandes villes, mais plus encore sans doute, Lyon bouillonnait. Un dénommé Chalier, remarqué par Marat et Robespierre, et fort de leur soutien et de leur sympathie, venait d'arriver dans la ville et avait fondé le Club Central. Son programme était simple: couper des têtes, déviner des boyaux. Ce Chalier, qui allait faire trembler Lyon, comme Fréron fera trembler Marseille, et pour la mémoire de qui Fouché célébra des messes laïques où un âne buvait dans un calice, était un personnage douteux. Italien, élevé par des moines, anxieux, agité, prophète à ses heures, et prêt à perpétrer tous les crimes pour le bonheur de l'humanité. En février, la guillotine fut dressée un peu partout dans la ville et désormais n'allait cesser de fonctionner. Il s'instaura même une sorte de culte à la guillotine, à la sainte guillotine. Cependant, le 20 mai, au moment même où ils étaient complètement éliminés de la Convention, à Paris, les Girondins, l'aile droite de l'Assemblée, appelés ainsi parce qu'ils étaient composés au départ de quelques élus du département de la Gironde, s'emparaient du pouvoir, et à Lyon notamment, et forçaient les portes de l'hôtel de ville à coups de canon, et bien entendu commencèrent les représailles. Les Girondins s'opposaient à la prédominance politique de la capitale souhaitée par leur adversaire dans cette lutte fratricide, les montagnards, dont le nom venait du fait qu'ils siégeaient en haut de l'hémicycle à l'Assemblée et dont la figure de proue était Robespierre. Ils entendaient bien se venger des exactions commises par les séides de la Convention. Stupéfaits d'être vaincus, les Jacobins et tous les inconditionnels de Robespierre s'enfuyaient dans les ruelles, se cachaient ou essayaient de quitter la ville. Chalier, le premier, allait devoir payer. Dans ces temps d'agitation, de folie, d'intolérance et de fanatisme, un homme calme, doux et bon exerçait consciencieusement la profession de juge de paix à Lyon. Il se nommait Jean-Jacques Ampère et il était âgé d'une 50aine d'années. Fin et lettré,
Sachant Virgile par cœur et chérissant les encyclopédistes, cet homme prudent et avisé, dès le début de la Révolution, avait laissé sa jeune femme, Jeanne Deshutières-Sarcey, et ses 2 enfants à la porte de Lyon, à Poliémeux au Mont d'Or, sous les tilleuls de la paisible maison de famille, à l'abri des violences et des déchaînements de haine. Il avait acheté cette belle maison de maître, et la ferme attenante en 1771, à la veille de leur mariage. Leur fils, André-Marie, enfant robuste et volontaire, né à Lyon, le 20 janvier 1775, la bouche ronde comme une cerise et les yeux écarquillés sur un monde mystérieux qui l'intriguait, était ce que l'on pourrait appeler un enfant surdoué, qui n'alla jamais à l'école, car Jean-Jacques, en fervent disciple de Rousseau, s'était inspiré de l'Émile pour l'instruire sans contrainte, lui apprenant lui-même le latin. À seulement 13 ans, en 1788, le petit André-Marie se passionna pour les mathématiques quand les éléments de mathématiques de Rivard et Mazéart lui tombèrent entre les mains. Puis ce fut l'algèbre de Clairaut. Il composa ensuite un traité des sections coniques en suivant sa seule inspiration et un petit traité de mathématiques à son usage, complété par des démonstrations de son cru. Frappé par cette précocité, un ami de son père, l'abbé d'Aburon, lui donna des notions de calcul différentiel intégral. Doué d'une mémoire prodigieuse, André-Marie étudia dans l'ordre alphabétique la grande encyclopédie de Diderot et d'Alembert, dont il connaîtra encore des chapitres entiers à un âge avancé. Pendant que son fils dévorait tous les ouvrages scientifiques qu'il trouvait, tout en menant une vie champêtre et en jouant dans les foins avec les fils de paysans, Jean-Jacques Ampère, au cœur des événements dramatiques de la Révolution, s'efforçait à exercer de son mieux ses fonctions de juge. On comprend mal d'ailleurs comment cet homme doux, qui ne supportait pas de voir quelqu'un de malheureux, qui aimait la beauté sous toutes ses formes, la poésie, la musique, les arts, avait pu devenir juge. J'ajouterai que cet esthète avait même écrit une tragédie en vers quelques années plus tôt, intitulée Artaxerxes ou le roi constitutionnel, dont les indications scéniques demeurent la partie la plus originale. Je cite: Acte 1er, la scène représente le jardin intérieur d'un palais. Le décorateur pourrait ménager un lointain où serait représentée la Bastille. Le public était ainsi prévenu immédiatement que la scène se passait à la cour d'Artaxerxes, fils de Xerxès et roi des Perses. Toute la tragédie respire le même civisme et se situe bien dans l'air du temps. Ainsi, à propos du personnage d'Artaban, il écrit: Les rois les plus vantés n'ont fondé leur puissance qu'en trompant des humains l'aveugle confiance. Il est père, il est vrai, mais il est citoyen. Jean-Jacques Ampère est républicain, un républicain sincère, mais il est proche des Girondins et, comme ses amis, dénonce Robespierre comme aspirant dictateur. L'avenir lui donnera d'ailleurs raison. Après le 20 mai, il est officier de police de sûreté, président du tribunal de police criminelle.
Tous les jours, la municipalité provisoire et les sections des Girondins arrêtent quelques-uns de leurs adversaires. Sur dénonciation de l'accusateur public, Ampère lance des mandats, entame des enquêtes, interroge des prévenus, constitue des dossiers qu'il soumet au tribunal. Et c'est ainsi que, le 30 mai, le sanguinaire Chalier va se retrouver devant Ampère et sera arrêté et jeté en prison. Entre Paris et Lyon, entre la Convention où Robespierre étend son influence et les autorités municipales lyonnaises, favorables aux Girondins, le déphasage, comme nous dirions aujourd'hui, était complet. À Paris, les Girondins, accusés de collusion avec les royalistes, sont pourchassés. À Lyon, la procédure des arrestations et des exécutions continue. Le 5 juillet, la Convention décrète que les dépositaires actuels de l'autorité à Lyon répondront individuellement et sur leur tête des mesures prises contre les citoyens arrêtés. Le 18, la Commission républicaine et populaire de Lyon riposte aimablement que la Convention est formée d'un reste impur de scélérats contre lequel il importe de former au plus tôt une armée départementale. Le 12, la Convention déclare Lyon en état de rébellion ouverte. Le 16, en réponse, la tête de Chalier tombe, puis celle d'un autre jacobin, Riard. Détail piquant, Chalier inaugure à Lyon la guillotine qu'il avait réclamée à corps et à cri à Paris. Son exécution fut d'ailleurs laborieuse, le bourreau n'ayant aucune expérience de la machine. À Paris, Robespierre écume de rage. Ses yeux clignotent derrière ses besicles. Un rictus se dessine sur ses lèvres. Il faut mater au plus vite. Il faut mater au plus vite l'insurrection des provinces, à commencer par celle de Lyon. La répression sera féroce. Robespierre masse 60 000 hommes pour faire plier Lyon. Mais les Lyonnais ne se laissent guère impressionner et se préparent sans hâte à résister à la guerre que ceux de Paris veulent à toute force leur faire subir. Nous sommes à l'époque où naquirent Guignol, la Madelon, Miafron, qui symboliseront l'esprit populaire frondeur des Lyonnais en lutte contre l'autorité. Le 7 août, l'armée de Dubois-Crancé paraît devant la ville. Le siège dura jusqu'au 9 octobre. On se battait de part et d'autre avec l'énergie du désespoir, et la ville finira par céder sous les coups de butoir de l'armée républicaine. Le 9, un canonnier de l'armée républicaine entra un pistolet au poing dans la salle du tribunal de police criminelle et fit dégringoler Ampère au bas de l'escalier. Tout au long du trajet, jusqu'à la prison de Roanne, cet homme appuya le canon de son arme contre la tempe d'Ampère en criant à la foule « Voilà le chef de la Vendée !» La Convention accusait les Girondins d'avoir allié le clan royaliste dont le bastion était la Vendée, où François de Charette avait engagé la lutte contre la République. Ampère fut enfermé dans le cachot numéro 5 où il attendait son sort, dont il ne doutait point. À Paris aussi, Robespierre fait le ménage. On guillotine des célébrités. Bailly, Custine, Marie-Antoinette, reine légère dans la prospérité, sublime dans l'infortune, dira Lamartine. Les Girondins et leurs amis, Philippe Égalité, le cousin régicide du roi, mais aussi des prêtres, des bourgeois, des ouvriers. Désormais tout-puissant, l'incorruptible décrète que le gouvernement sera révolutionnaire jusqu'à la paix, terrible aux méchants, mais favorable aux bons. On connaît la suite.
la terreur se retournera contre lui et il sera à son tour guillotiné le 28 juillet 1794, dit Thermidor en deux. Mais revenons à l'infortuné Jean-Jacques Ampère. En novembre, les Lyonnais connurent leur malheur en voyant arriver Fouché et Collet d'Herbois, bien décidés à venger le vertueux Chalier, et ce fut la création de la commission de justice populaire. Les dernières formes légales disparurent. Ce furent les massacres célèbres, les canonnades de la place Bellecour, les hommes mitraillés à 20 pas, chantant dans la fumée l'hymne des Girondins, mourir pour la patrie. Dans le charnier, un bras se lève encore. Un sergent armé d'un pistolet enjambe les corps. Peut-on dire qu'on meurt pour sa patrie quand elle vous tue? Lyon perdit même son nom, comme Marseille, pour devenir ville affranchie. Lyon n'est plus, proclamèrent les Jacobins, vainqueurs de la fière cité, comme si l'on pouvait ruiner en 2 mois une ville qui marchait alors vers le terme de son 2e millénaire. Le 23 novembre, il y eut des chuchotements dans les couloirs et les coursives de la prison, et Jean-Jacques Ampère s'entendit appeler pour l'éternité. Le jugement ne fut qu'une parodie. Le tribunal décida qu'on accrocherait à la guillotine un écriteau « Juge de paix qui a condamné Chalier ». À cette époque, les Français, en général, savaient mourir dignement, comme des acteurs de théâtre, devant un public toujours nombreux et avide de sang. 3000 personnes assistèrent à l'exécution de Jean-Jacques Ampère, et celui-ci, du haut de l'échafaud, regarda la foule sans haine et sans remords. Il reconnut ces faces sans nom, ces gueules tordues d'envie qu'il avait convoquées à son tribunal. Il n'avait fait que son devoir. Il en était persuadé. Et puis, désormais, il n'y avait qu'un juge, qu'un seul juge, le juge suprême, l'être suprême, comme l'appellera Robespierre. On le lia, on le culbuta en avant, on lui donna un coup de poing derrière la tête, et tout fut fini. À Paul-Émieux, André-Marie, qui vivait presque sur une autre planète, apprit la mort de son père en surprenant sa mère effondrée en larmes auprès de l'abbé d'Aburon. André-Marie en fut tellement choqué qu'il resta littéralement idiot pendant 1 an, incapable de prononcer les mots les plus simples. 1 an de prostration où son intelligence parut sombrer. 1 an où les médecins le calfeutrèrent dans sa chambre et tentèrent en vain de le ramener à la vie. Et puis un jour, un médecin plus avisé que les autres décida d'en finir avec cet enfermement et l'accompagna à l'extérieur. On était à l'automne de 1794. Il revit les campagnes, les papillons, les fleurs qu'il avait tant de fois séchées dans ses herbiers, les animaux de la ferme, ses camarades paysans avec lesquels il avait tant de fois joué lorsqu'ils étaient gosses. Et puis, surtout, il redécouvrit le charme des vers français et latins récités dans ses promenades solitaires, et il s'enflamma pour la poésie. À Londres, un jeune émigré blessé au siège de Thionville, alors qu'il combattait dans l'armée des princes, commençait l'essai sur les révolutions. Il s'appelait Chateaubriand. Partout, René s'éveille. Le vent romantique souffle sur les âmes,
un vent plein d'ailes et de mélancolie. André-Marie était guéri. Avec la poésie, il avait redécouvert la vie. La poésie, comme thérapie, ça marche parfois. Ça marche même souvent. En tout cas, ça a marché merveilleusement pour André-Marie Ampère. Ampère a alors l'âge des amours, 19 ans. Sans être très beau et malgré ses allures un peu campagnardes, il possède un réel charme. Il a les cheveux et les sourcils blonds, le nez gros, la taille haute. Le voici à l'âge environ de 40 ans. C'était en somme, à ce moment-là, un paysan génial et passionné, avec cette finesse qui n'appartient qu'aux enfants élevés par leur mère. Il s'est pris tout naturellement de sa voisine de campagne, Julie Caron, dont la famille habitait Saint-Germain au Mont-d'Or, près de Polaigneux. Une jeune personne fort courtisée, remarquablement jolie, dont l'austère institut conserve dans ses cartons une mèche d'un or admirable. André-Marie l'a décrite 2 fois en vers italiens puis en vers français qui font un peu songer à Ronsard. Des cheveux d'or, des yeux d'azur, un teint où l'on croit voir les roses nager dans le lait le plus pur. Sur les lèvres à demi closes d'une bouche digne des dieux, un sourire naïf et tendre, une voix pour être amoureux qu'il suffit seulement d'entendre. Peut-être, ajoute sinistrement l'un de ses biographes, avait-elle le charme fréquent des êtres prédestinés à la phtisie. Il est vrai que cette terrible maladie, c'est de cette terrible maladie que mourut celle qui était devenue son épouse en août 1799 et qui lui donna un fils, Jean-Jacques Antoine. Nous reviendrons sur cette nouvelle épreuve qui allait durement l'éprouver. Pour poursuivre sur les œuvres poétiques de jeunesse d'Ampère, je voudrais citer en premier un vaste poème dont le style et l'esprit du temps, une manière de traduction de l'Énéide de Virgile par l'abbé Delille, transposé chez les Natchez, tribu d'Indiens du Mississippi qui inspirèrent Chateaubriand pour son fameux poème en prose, les Natchez. Je chante les malheurs de ces tristes contrées par l'immense océan de nos bords séparés. Très marqué par les événements politiques, Ampère va se montrer vigoureux et offensif dans ses vers politiques. Il stigmatisera les brigands qui depuis 7 ans oppriment la France. Il brocarde la Constituante et vitupère la République infernale et ses incessantes divisions. De mille députés, la stérile éloquence se charge d'assurer le bonheur de la France, et, livrés à l'intrigue, en proie aux factions, ils remplissent l'État de leurs divisions. Certes, sa lyre un peu grêle ne peut guère rivaliser avec celle de Chénier dans La Cavale ou de Victor Hugo dans Les Châtiments. Mais il parvient à exprimer, à travers la poésie, toutes ses rancœurs et ses espoirs. On s'étonne pourtant de voir plus loin le fils du guillotiné de Lyon mettre la terreur en rondeau, en épigramme. Aux enfers, avec fracas, Chalier et toute sa clique demandent la République. Mais Pluton ne la veut pas. Pour perdre ainsi ses états, il est trop bon politique. Chalier, celui par qui tout le drame de sa famille est arrivé, envers.
et en vers de 7 pieds. Si André-Marie n'avait pas 20 ans, l'inconséquence pourrait être considérée comme odieuse. Mais peut-on reprocher au jeune homme d'exorciser en quelque sorte à travers ses vers cette période funeste de sa vie d'adolescent? En définitive, c'est en fait surtout dans l'idylle, le poème L'idylle, dans le sentiment tendre que le talent poétique du futur père de l'électrodynamique allait se développer avec une certaine grâce. L'idylle. Ah, s'il ne faut qu'être fidèle pour obtenir un tel bonheur! Celle que j'aime est trop belle pour que je craigne sa rigueur. Ah, s'il faut être vulnérable pour mériter un tel honneur! Celle que j'aime est trop aimable pour que je craigne sa fureur. André-Marie Ampère célèbre aussi la solitude, romantique avant la lettre, avec une prestesse de poésie digne de Musset. Je viens au pied de ces chênes pleurer le sort d'Ilion. Je viens partager les peines d'Andromaque ou de Didon et pleurer avec Chimène. Mais nous en arrivons à la pièce maîtresse d'André-Marie Ampère, qui constitue, à mon avis, une véritable énigme de la petite histoire de la poésie. Vous connaissez tous le lac, le célèbre poème du grand Lamartine, dans lequel l'auteur des Méditations poétiques exprime son angoisse devant la fuite du temps et son désir d'éterniser son amour pour la belle Julie que la maladie va bientôt emporter. Ô temps, suspends ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. Je vais vous lire les premières strophes de ce poème illustre. Ainsi, toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emportés sans retour, ne pourrons-nous jamais, sur l'océan des âges, jeter l'ancre un seul jour? Ô lac! L'année à peine a fini sa carrière, et près des flots chéris qu'elle devait revoir. Regarde, je viens seul m'asseoir sur cette pierre où tu la vis s'asseoir. Et en parallèle, voici à présent les vers d'André-Marie Ampère, écrits en 1796, c'est-à-dire 23 ans avant les Méditations de Lamartine, dans lesquelles se trouve le lac. Tout passe. C'est ainsi que la course des âges, sur les ailes du temps, emporte nos beaux jours. Qu'un ciel pur et serein se couvre de nuages, que l'absence succède aux plus tendres amours. Ô Fanny! C'est ici que mon âme perdue nourrira les chagrins dont je suis déchiré. J'y irai tous les jours, c'est là que je l'ai vue, et me disant adieu, c'est là qu'elle a pleuré. Sentiment, cadence, mouvement, tout y est, même les rimes, et même similitude dans le reste du poème. C'est pourquoi je pense, et je suis persuadé même, qu'Alphonse de Lamartine, avant d'écrire les Méditations, avait lu André-Marie Ampère. L'aigle, évidemment, l'emporte. Cet exorde à la Bossuet, ces apostrophes répétées, prophétiques, cicéroniennes, cette image biblique de l'homme seul, c'est le mordant du génie. Lamartine fait pâlir Ampère. Mais il ne l'éteint pas.
En 1802, Ampère, qui avait commencé à gagner sa vie en donnant des leçons de mathématiques, de physique et de chimie à Lyon, obtint un poste de professeur à l'école centrale de Bourg-en-Bresse. Il publie alors son premier mémoire important, Considérations sur la théorie mathématique du jeu, qui montrait, disait-il, que la passion du jeu conduit ceux qui s'y livrent à une ruine inévitable. On commence alors à le remarquer dans les sphères savantes et on lui offre un poste de professeur au nouveau lycée de Lyon en 1803. C'est là qu'il va être à nouveau cruellement frappé par le destin avec la mort de sa jeune femme, Julie, de tuberculose. Bouleversé par cette épreuve, il quitte Lyon pour Paris et devient répétiteur à l'école polytechnique. À 33 ans, il est nommé inspecteur général de l'université. En 1809, il enseigne l'analyse mathématique à l'école polytechnique. Il entre ensuite à l'Académie des sciences dans la section de géométrie. Nous sommes alors en 1814, l'année de son second mariage, un mariage malheureux, bientôt suivi d'une séparation, mais qui lui donne une fille, Albine. La vie sentimentale d'Ampère se termina par le rêve d'une troisième union avec une jeune fille qu'il appelait la constante amitié, d'après une célèbre gravure de l'époque. Il lui écrivit un poème, dont voici quelques strophes. Que de nouvelles fleurs vont naître sous vos pas, que je vois après vous de grâces et d'appas. Quel lieu vous a donc fait, délices de la terre, plus belle que le ciel, plus crainte que le tonnerre? Votre présence efface dans les âmes charmées les plus noirs sentiments et les viles pensées. Moi-même, auprès de vous, je ferai ma demeure et suivrai vos vertus en tout lieu, à toute heure. On se pose encore la question aujourd'hui de savoir qui était cette charmante personne, redoutée comme le tonnerre, si on en croit le poème. Elle était connue, dit-on, et les noms les plus fantaisistes et les plus invraisemblables ont été avancés. On a parlé de l'actrice Génie Colomb, de Marceline Desbordes de Valmore, ou encore de la fille illégitime du baron Molé, Premier ministre de l'Intérieur de Louis-Philippe. Quoi qu'il en soit, cette mystérieuse beauté demeura inaccessible et le rêve du pauvre Ampère sera sans lendemain. Ampère, malheureux en amour, se consacrera désormais entièrement à la recherche scientifique qui lui apportera bien plus de satisfaction. Ampère, dira Paul Janet, fut homme tout simplement, avec ses amours et ses douleurs, ses alternatives de doutes religieux et de foi profonde, son ardeur au travail et ses découragements, et avant tout, sa recherche passionnée du vrai qui se résume dans le cri désespéré qu'il adressa à son ami Bredin. Je ne trouve que des vérités. Enseigne-moi la vérité. Nous n'allons pas nous étendre sur le grand savant, le génie scientifique exceptionnel qu'il fut. Je voudrais seulement insister sur le fait que son œuvre couvre plusieurs disciplines. Ampère était un touche-à-tout. En chimie, il eut des vues profondes sur la constitution atomique de la matière. Il démontra notamment que le nombre de molécules dans un même volume de gaz était constant, quel que soit le gaz. On lui doit également, en 1809, l'hypothèse de l'existence du fluor. Vous savez, ce que l'on trouve dans les dentifrices et qui fait les dents merveilleusement blanches et le sourire éclatant. Frappé par les analogies entre l'acide chlorhydrique et l'acide fluorhydrique,
il conclut à l'existence d'un élément qu'il appela phtor. Son incroyable modestie le conduisit à laisser au chimiste anglais Humphrey Davy, avec lequel il entretenait depuis des années une correspondance assidue, la gloire d'annoncer en 1813 la découverte de ce nouvel élément. Mais c'est surtout, évidemment, l'électrodynamique qui lui vaudra les honneurs incontestés et la célébrité, partagée avec le seul Lord Kelvin, de donner un nom à l'une de nos 7 unités fondamentales. Ampère distingua la tension électrique, qui se manifeste entre 2 corps chargés d'électricité, séparés par des corps non conducteurs, et le courant électrique, qui se déplace à l'intérieur d'un circuit fermé composé de corps conducteurs. Il affirma que les phénomènes magnétiques n'ont pas une origine différente de celle des phénomènes électriques, et que le magnétisme est produit par de petits courants électriques circulant autour des particules de la matière. Il reproduisit en particulier les effets des aimants par des hélices galvaniques ou solénoïdes. Il découvrit également, avec Arago, l'électroaimantation de l'acier et du fer doux. Il montra enfin que 2 circuits électriques peuvent réagir l'un sur l'autre sans intervention d'aimant et énonça les lois d'attraction et de répulsion de ces courants. Durant toutes ces années, et surtout à partir de 1815, on peut dire que Ampère mena une vie solitaire, enfermé dans son laboratoire ou dans son bureau, y passant des nuits entières au grand désespoir de son fidèle ami Paul Bredin, qui craignait pour sa santé. La recherche scientifique occupa donc la majeure partie de son temps, et évidemment, comme tous les savants, il était distrait, très distrait, parfois un peu extravagant. Il préfigurait en quelque sorte les héros de bande dessinée, le professeur Nimbus ou le professeur Tournesol. Je ne citerai que 2 anecdotes à propos de ces célèbres distractions. La première se situe dans une rue de Paris, non loin de Notre-Dame. Ampère, ruminant la solution de quelques problèmes, tire un bout de craie de sa poche et commence à chiffrer derrière un fiacre quand le cocher fouette et emporte les équations. Le pauvre Ampère, les bras levés, part à sa poursuite, mais en vain, ses nombreux rhumatismes le freinant très vite. Une autre fois, alors qu'il était en tournée d'inspection universitaire, il tente d'aider un écolier intimidé. « Voyons, mon enfant, 3 fois 7. Vous savez bien que cela fait 19. Oh, pardon, je me trompe, cela fait 22. » Mais si Ampère fut un grand savant, le grand savant, l'illustre savant, ne gommera jamais en lui le poète, et surtout l'amoureux de la poésie, et ce don particulier qu'il avait pour déceler les grands poètes de son temps. Je ne donnerai qu'un seul exemple très significatif. En 1820, Ampère lit dans le Conservateur littéraire, revue qu'administraient les frères Hugo, Abel et Victor, un poème qui l'enthousiasme. Intitulé Le bal, il évoque 3 jeunes beautés qui s'amusent et dansent, heureuses et insouciantes, à un bal. Voici un petit extrait de ce poème. Courez, jeunes beautés, formez la double danse. Entendez-vous l'archer du bal joyeux, jeunes beautés? Bientôt la légère cadence, tout va, tout à coup, vous mêler à mes yeux. Dansez, un jour, hélas, ô reines éphémères,
de votre jeune empire auront fini les chimères. Rien n'occupera plus vos cœurs désenchantés que des rêves d'amour bien vite épouvantés. Et le regret lointain de ces fraîches années, qu'un souffle a fait mourir en moins de temps fané que la rose et l'œillet, l'honneur de votre front. Et du temps indompté, lorsque viendra l'affront, quelles seront alors vos tardives alarmes? Un tien, déjà flétri, pâlira sous les larmes. Ampère apprend que Le Bal est le premier poème d'un jeune officier de 23 ans, sous-lieutenant au 5e régiment de la garde royale à pied, que Victor Hugo avait rencontré quelques mois plus tôt et avec lequel il avait aussitôt sympathisé. Ce poème, qui reflète tout l'éclat de la vie mondaine que mène ce jeune officier, distille une singulière mélancolie en évoquant, dans l'extrait que nous venons d'entendre, le temps qui passe et la vieillesse redoutable qui fleurit les visages et les cœurs. Ampère écrit à Victor Hugo: dans quelques années, ce jeune homme deviendra assurément l'un de nos plus grands poètes. Le jeune officier poète s'appelait Alfred de Vigny. C'est aussi l'amour de la poésie, en plus des charmes indiscutables de la jeune personne, qui le rapprochera de la Nantaise Elisa Mercœur, qu'il rencontra un jour chez Abel Hugo. Elle se disait descendante du duc de Mercœur, chef de la Ligue après la mort des Guises et gouverneur de Bretagne en 1590. En fait, née de père inconnu et sans aucune ressource, elle fut obligée de travailler pour vivre dès l'âge de 11 ans. La poésie était sa seule passion, celle qui lui donnait le courage de continuer. À 17 ans, elle avait publié ses premiers poèmes, était partie pour Paris et connut alors un certain succès qui lui tourna la tête. Ampère, qui avait passé la cinquantaine, tenta amicalement de la faire redescendre sur terre. Tout en reconnaissant son don incontestable pour la poésie et en appréciant ses poèmes proches de ceux qu'il écrivait lui-même dans sa jeunesse, il tenta de lui démontrer qu'il n'était pas raisonnable de vouloir vivre de sa plume, si jeune, sans expérience et sans argent. Il lui parla comme un père. Mais les encouragements qu'elle avait reçus de Chateaubriand lui-même lui avaient fait perdre le sens des réalités. Elle était d'une sensibilité extrême et traduisait ses moindres émotions dans ses vers, souvent avec une grande dextérité et une précision chirurgicale dans le choix des mots. Un jour, à la fin de l'été 1825, comme il s'en retournait chez lui à pied, en longeant les rives de la Seine, il aperçut, assise sur un banc, éplorée, la tête entre les mains. Inquiet, il vint aussitôt lui demander la cause de son grand chagrin. Elle lui montra alors des feuilles qui jonchaient le gazon. « C'est à cause de ces feuilles qui viennent de mourir, » lui dit-elle dans un sanglot. Il s'efforça de la consoler de son mieux, mais ils finiront par pleurer ensemble. De cette tragique mésaventure naîtra l'un des plus beaux poèmes, l'un de ses plus beaux poèmes certainement, La feuille flétrie. Pourquoi tomber déjà, feuille jaune et flétrie? J'aimais ton doux aspect dans ce triste vallon. Un printemps, un été furent toute ta vie, et tu vas sommeiller sur le pâle gazon. Pauvre feuille, il n'est plus le temps où ta verdure ombrageait le rameau dépouillé maintenant. Si fraîche au mois de mai, faut-il que la froidure te laisse à peine encore un incertain moment?
L'hiver, saison des nuits, s'avance et décolore ce qui servait d'asile aux habitants des cieux. Tu meurs, un vent du soir vient t'embrasser encore, mais ces baisers glacés pour toi sont des adieux. Ampère aimait aussi les grands arbres encore nombreux dans la capitale. Quelquefois il s'arrêtait devant l'un d'eux et lui parlait fort courtoisement en levant très haut la tête vers lui pour apercevoir sa cime. Les passants qui le voyaient devaient le prendre pour un fou. Ampère restera toujours nostalgique de son enfance à la campagne, au contact de la nature. Il n'aimait guère la grande ville et il confiait souvent à ses amis qu'il suffoquait à Paris. Élisa, de son côté, repartira en province, mais pour suivre un garçon douteux qui profita de sa naïveté, et Ampère perdit sa trace. Malade, elle mourut à l'âge de 26 ans. À partir de 1830, André-Marie Ampère fut célébré en homme et honoré par la France entière, mais il fuyait les réceptions. Pourtant, il ne put refuser l'invitation que lui adressa le roi Louis-Philippe pour lui remettre la Légion d'honneur aux Tuileries. Le roi des Français, avec à ses côtés le président du Conseil, Casimir Perier, était entouré de la plupart des ministres et des plus hautes personnalités du pays, et la cérémonie fut fastueuse. Le lendemain, Bredin trouva son ami très joyeux et enjoué. Il pensa que c'était en raison de sa visite au roi et de sa Légion d'honneur. Mais Ampère lui avoua que le vrai motif de son euphorie était sa rencontre surprise, alors qu'il reprenait son fiacre pour rentrer chez lui après la cérémonie, avec le poète Gérard de Nerval, pour lequel il avait une grande admiration. Celui qui était considéré comme l'un des chefs de file du romantisme militant et s'était illustré lors de la mémorable bataille d'Hernani en menant l'assaut avec son ami Théophile Gautier contre les vieilles barbes de la comédie française, lui avait serré la main très cordialement. Et c'est ce qu'Ampère avait retenu de cette fameuse journée, et c'est ce qui l'avait mis en joie. Le grand Ampère resta toute sa vie un homme simple, proche des gens et d'une grande générosité. Il aimait le contact humain, les discussions à bâtons rompus. Il savait écouter les autres et solliciter souvent les avis des gens sur tous les sujets de la société. Inspecteur général de l'instruction publique, depuis la création de l'Université impériale en 1808, Ampère appréciait cette fonction qui lui permettait de s'évader de temps en temps de son laboratoire et de visiter les classes, rencontrer des élèves et des maîtres, nouer le dialogue et s'efforcer de répondre aux préoccupations de chacun. Il trouvait ainsi le moyen de rompre avec sa solitude et il se consacra désormais de plus en plus à cette tâche exaltante et qui lui apportait de grandes joies sur le plan personnel. Elle lui permit aussi de se rendre à plusieurs reprises dans le sud de la France, et en particulier à Marseille. Il aimait beaucoup cette ville et l'exubérance joyeuse des Marseillais. Il y vint en 1810, 1811, 1812 et 1819, avant d'être obligé, par la fatigue et les premières atteintes de la maladie, d'interrompre ses tournées en 1824 et de se sédentariser pour quelques années au Collège de France. Usé par le travail, ses forces déclinaient. Des maux de toutes sortes l'accablaient, mais il n'entendait pas pour autant ralentir ses activités. En 1829, n'y tenant plus, il décida de reprendre ses inspections et son bâton de pèlerin. Mais très vite, à nouveau, il se sentit épuisé. En octobre, les médecins lui conseillèrent le climat vital de la Provence,
pour soigner sa maladie de poitrine. Ce qu'il fit 4 mois durant à Hyères. Entre-temps, son fils, Jean-Jacques Antoine, avait été chargé en mars 1830 d'un cours de littérature française à l'Athénée de Marseille, établissement d'enseignement supérieur privé décrit par le Sémaphore comme le rendez-vous d'une jeunesse avide de belles lettres, de beaux-arts et de progrès. Et c'est avec une grande émotion qu'il vint assister à l'un de ces cours. Ampère revint encore en inspection à Marseille en 1832. L'avènement de Louis-Philippe avait quelque peu modifié la vie du Collège royal de Marseille, qui deviendra le Grand Lycée, puis, à partir de 1930, le lycée Thiers. Sous la poussée des libéraux, la monarchie de Juillet avait pris ses distances avec le parti clérical. Lorsqu'il exigea des administrateurs et des professeurs un serment de fidélité, les ecclésiastiques du collège le refusèrent pour la plupart, et du même coup perdirent leur poste et furent remplacés par des laïcs. Le proviseur du collège royal, l'abbé Baudinfou, fut remplacé par un professeur de lettres, Auguste Deschamps, qui entama aussitôt un certain nombre de réformes, approuvées par Ampère, et ouvrit le collège aux enfants de la bourgeoisie commerçante d'origine étrangère. Autre nouveauté, à partir de 1832, la pratique de la gymnastique dans l'établissement. Introduite au lycée par un sous-officier qui donna aux élèves les premiers rudiments inspirés des méthodes du colonel Amoros, la gymnastique réconciliait chez les élèves le corps et l'esprit. Ampère assista à l'un des tout premiers cours donnés dans la cour centrale du Grand Lycée et ne cacha pas son enthousiasme. Et il promit d'exercer lui-même ce sport si bénéfique quand sa santé serait meilleure et de venir alors se joindre aux élèves marseillais. Deschamps développa aussi l'étude des langues vivantes au Collège royal. Pour Ampère, qui souscrivait entièrement aux réformes du proviseur du Grand Lycée de Marseille, la cité phocéenne devait servir de vitrine pour les autres villes, pour ses méthodes pédagogiques, ses efforts de modernisation et sa laïcisation. Ampère s'intéressera de plus en plus durant ces années à l'enseignement, et tout particulièrement, comme on peut le comprendre, à l'enseignement scientifique, mais sans pour autant négliger la littérature, la poésie, les arts, et comme on l'a vu, le sport. Mais il souffre alors de plus en plus, et se soigne mal. Bredin, qui le vit à Saint-Étienne, fut consterné en constatant son état. « Ma santé !» s'écriait impatiemment Ampère. « Entre nous deux, il ne doit s'agir que des vérités éternelles. » En 1836, il se voit confier, avec l'historien et philosophe alsacien Mater, la visite des académies d'Aix, Dijon, Grenoble et Lyon. Mais, de plus en plus malade et surmené, au mois de mai, il rejoint Marseille, cette ville où il se sentait si bien. Il ne cache pas sa joie et son espoir de retrouver bien vite la santé grâce au bon climat de la cité phocéenne. Mais le miracle ne se produisit pas. Le 30 mai, dans un état d'extrême fatigue, il est contraint de s'aliter au Collège royal où on l'installe dès son arrivée dans l'appartement réservé aux visites du recteur. Il est soigné pour une pneumonie par le docteur André-François Cauvière, celui-là même qui soignera quelques années plus tard Frédéric Chopin, dont la santé chancelante lui avait été confiée par George Sand. Un jour, un inconnu se penche sur André-Marie Ampère. « Voulez-vous, monsieur, que je vous lise un chapitre de l'imitation ?»« Inutile, répond une voix rauque. Je la sais toute par cœur.
Le vendredi 10 juin 1836, malgré les soins attentifs qui lui sont prodigués et son grand courage, il finit par lâcher prise. Il meurt à 5 heures du matin, officiellement emporté par une phtisie, comme 33 ans plus tôt la malheureuse Julie Caron. Il avait tout juste 61 ans. Le proviseur lui ferma les yeux avec la piété d'un fils, peut-on lire dans les registres de l'établissement. La France perd un savant de premier ordre et un homme de bien, écrit la Gazette du Midi. Quelques jours plus tard, le même journal publie le texte du discours prononcé par Mater qui constitue un témoignage poignant d'amitié et de reconnaissance. Bien que toute latitude lui ait été laissée pour conduire sa tournée d'inspection, il ne voulut prendre dans Avignon, une ville qu'il aimait, que quelques heures de repos. « Partons d'ici, me dit-il, je me sens revivre. » Au bout d'une nuit et d'un jour, il voulut aussi quitter Aix, où la voix du digne chef de l'Académie se joignait à tant d'autres pour arrêter sa course. Sa course! Il ne voulut la suspendre qu'à Marseille. Marseille était pour lui le port où tendaient tous ses vœux, où dans le cœur d'un médecin célèbre, il trouvait l'affection d'un ami dévoué. Ses obsèques furent célébrées avec pompe, car son prestige et celui de son fils étaient grands à Marseille. La Gazette du Midi déplore cependant l'absence du préfet et des hauts fonctionnaires, compensée toutefois par l'importante représentation des professeurs et des étudiants de l'école secondaire de médecine. Sa tombe, au cimetière Saint-Charles, fut recouverte d'une modeste pierre tombale où son fils fit graver, en guise d'épitaphe, « Il fut bon, simple et grand ». Propriété perpétuelle du lycée de Marseille, elle a été transférée au cimetière Saint-Pierre après 1865 et la fermeture du cimetière Saint-Charles, mais en 1869, des amis de son fils firent transférer son cercueil à Paris, au cimetière Montmartre, pour le laisser reposer dans un même tombeau avec Jean-Jacques Antoine, qui venait de mourir en ne laissant aucune descendance. Un mystère demeure autour de cet homme secret, pudique, modeste, celui de son fameux poème Fanny. Lamartine a-t-il eu connaissance en 1820, lorsqu'il composa le Lac? Eut-il la tentation de plagier le poème d'Ampère? L'énigme, voyez-vous, reste entière. En tout cas, je crois qu'il faut bien se garder de risquer, entre ces deux grands hommes si dissemblables, un quelconque parallèle. En revanche, on peut constater qu'il semble bien qu'Ampère ait contribué à la jeunesse d'une des plus belles poésies romantiques, tandis qu'il est absolument certain que Lamartine n'a rien fait pour l'électricité. Je vous remercie.